Lors du séjour à la maternité, la jeune maman est entourée d'une équipe de professionnels, des sages-femmes, pédiatres, infirmières, pour lui donner des conseils sur les biberons, l'allaitement. À la sortie, il reste des inquiétudes. Savoir qu'on va se retrouver à la maison, seule avec son bébé, peut angoisser. S'occuper d'un bébé n'est pas inné. La relation se construit petit à petit. Préparez toujours près de votre bébé en les dégrafant, comme ça il n'a pas froid quand on va le sortir du bain et le rhabiller. Voilà. Vous mettez aussi votre savon, voilà, et les produits, tous voilà. Voilà, et vous pouvez mettre Elliot sur le matelas, on va le déshabiller complètement. Voilà. Là, on te retire de ta petite couverture à bretelles. Alors c'est important, comme ça, pour la nuit, tu es bien protégé, tu ne risques pas de glisser au fond du sac. Voilà. Voilà. Oh. Voilà, vous allez pouvoir le déshabiller complètement et puis on va le mettre sur la balance. La balance est carrée, voilà. Oh, c'est froid, attention, ça va bouger. Oui, oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, 3 kg, 245, 250. Super. Voilà, tu as aussi. Oui, voilà. Donc, pendant les premiers jours, votre bébé a perdu du poids. Il peut perdre jusqu'à 10% de son poids de naissance. Au début, il y a des petites selles noires. C'est tout ce qu'il a ingéré pendant la grossesse et qu'il lâche après. D'accord? Voilà. Vous pouvez faire couler l'eau du bain si vous voulez. Voilà. L'eau du bain, elle est à 37 toujours. Vous mettez légèrement pour l'eau chaude pour qu'elle soit à température. Chez vous, vous prenez bien un thermomètre, vous vérifiez. Voilà. Donc vous avez un savon. Vous prenez n'importe quel savon chez vous. Un savon de bébé, un savon de Marseille discerné, un savon n'importe. D'accord? Voilà. Vous mettez bien, et vous mettez du savon dessus, et vous commencez de la tête vers les pieds. Toujours du moins sale vers le plus sale. Alors, vous pouvez utiliser vos mains aussi pour laver votre bébé. Le bébé. Voilà, les pieds, les jambes, vous faites le sexe et vous finissez par les fesses. Jamais de la nuque vers le sexe. Voilà, on pousse bien pour pas cogner le bébé. Voilà. Et vous allez le prendre sur votre bras comme ceci et tenir comme ceci. Voilà. Sous les fesses. Attends, ma chérie, on va dans le bouche. Voilà, et mettez bien votre main sur son thorax. Posez votre main là et laissez votre main tranquille, le temps qu'il se calme. Oui, moi,
pouvez bien l'essuyer et insistez bien dans tous les plis. Derrière les oreilles, les plis du cou, sous les bras, les plis de l'aine, derrière les jambes, les genoux. Tu donnes ta main? Voilà, alors la couche, vous la mettez toujours de façon à laisser découvrir le cordon. Voilà, vous faites juste un petit repli et vous mettez la couche en dessous. On va faire le petit soin du cordon. Ah oui. Voilà. Alors, pour faire le soin du cordon, toujours avoir des mains propres, d'accord? Et se laver les mains quand vous allez terminer. Vous allez avoir plein de petites mucosités. Et après, on va nettoyer son visage pour ne pas lui mettre des petites saletés sur le visage. Voilà. Donc, il vous faut un produit désinfectant sur 2 compresses. Voilà. On met le désinfectant. Et il vous faut de l'eau stérile qui est légèrement scellée, que vous trouvez en grande surface sans aucun problème. Ça se vend dans des petits flacons comme ceci. Voilà, que vous appliquez sur les compresses. Voilà. Voilà. Et le geste, c'est de bien tourner tout autour. C'est-à-dire vous le prenez et vous nettoyez bien à la base. C'est froid sur le cordon, d'accord? Le cordon lui-même, c'est froid sur la peau, le cordon lui-même n'a pas de terminaison nerveuse. Voilà, bien nettoyer à la base. Excuse-moi, Elliot. Voilà. Et vous faites la même chose avec le sérum physique. Voilà. Il y a des petites saletés, je suis obligée de les retirer. Compresse avec la bisectine. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire 2 fois par jour, une fois le matin après le bain, parce que le cordon est bien ramolli, et une seconde fois dans l'après-midi pendant un change. Si vous voyez que votre bébé a souillé son cordon entre deux, il ne faut pas hésiter à le refaire. Voilà, vous pouvez l'habiller complètement. Ça va, monsieur? Voilà, vous pouvez l'habiller complètement. Voilà, vous pouvez le coucher sur le ventre pour pouvoir le rhabiller, pour dormir toujours sur le dos, pas à plat dos. Voilà. Allez, lève ta tête, montre que tu sais le faire. Allez, vas-y. Hein? Allez, vas-y. Oui. Il grimpe, il rampe jusqu'au bout. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Ça va mieux? On va te laisser comme ça, c'est ça? Hein? On y va? Ça va toi? On termine? Voilà. Toujours bien maintenir sa tête. Voilà. Alors, pour faire le soin du visage, donc moi je me suis désinfecté les mains. Donc, vous mettez du sérum Phi sur votre compresse, pardon. Voilà. Et vous faites toujours ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Si c'est sale, vous tournez votre compresse dans l'autre sens et vous recommencez pour éviter de repasser les saletés récupérées. Pardon. Alors, pour le nez, je vais faire un côté, comme ça vous ferez l'autre si vous voulez bien. Pour le nez, vous prenez un petit coton, vous faites voilà, un petit bâton avec de l'eau stérile et vous mettez juste sur le bord de la narine. Voilà, pour l'aider à éternuer et à chasser toutes les petites saletés. Je me suis pas lavé les mains. Voilà. Et pareil, un petit coton roulé pour les oreilles, le pavillon, le bord du conduit et vous en profitez pour essuyer bien derrière. Voilà. Jamais de coton-tige, c'est trop rigide, vous risquez de blesser votre bébé. D'accord.
Voilà, je vous laisse faire de l'autre côté. Voilà, mettez bien votre... Et puis, vous allez prendre ce petit coton, vous mettez de l'eau du robinet. Donc, on ne met pas l'eau stérile qui contient du sel. Donc, ça assèche la peau. Donc, vous pouvez faire tout le visage et l'essuyer avec le coin de votre serviette. Voilà, vous tamponnez sur tout le visage. Et vous allez donner la vitamine D. C'est une vitamine qui permet au calcium de se fixer sur les os. Donc ça se présente comme ceci, avec une petite seringue. Et c'est la dose numéro 1, c'est-à-dire que vous tirez pour avoir le petit trait sous le 1. D'accord. Voilà. Donc vous prenez votre flacon, voilà, et vous tirez jusqu'à la dose indiquée. Tout ça, c'est sur l'ordonnance quand vous allez sortir. D'accord. Vous mettez votre bébé en position un peu assise et vous le mettez dans le creux de la joue, tout doucement. Comme ça, si par inadvertance vous appuyez trop fort, ça ne vient pas directement dans la gorge. Pas qu'il s'étouffe. Bah, goûte d'abord. Voilà, super. Voilà. Oh, tu dégustes, hein. Vous pouvez rincer votre petite dosette avec de l'eau du robinet. Oui, tu aimes ça en tout cas. Et voilà, c'est terminé. C'est très bien, les petits jouets, vous les avez mis au bout du berceau pour que justement ils ne tombent pas sur la tête du bébé pendant son sommeil. Des conseils maintenant pour la nuit du bébé. La pièce, déjà, la température doit se situer entre 18 et 20 degrés. Le matelas doit être ferme. Pas mou, pas dur non plus comme une pierre, mais assez ferme. Ne pas mettre d'oreiller. Prendre également un lit à barreaux ou à montant, mais rigide, et aussi que les barreaux ne soient pas trop écartés pour éviter que le bébé n'y puisse passer sa tête. Si c'est le cas, ajoutez un tour de lit matelassé. Ne pas mettre non plus de jouets ou de peluches à côté de la tête du bébé, parce que s'il les prend, il pourra, après, en les portant à la bouche, s'étouffer. Alors, ne pas mettre non plus de couverture, mais lui mettre une turbulette qui est adaptée au bébé. Ou s'il fait trop chaud et qu'on sent que la turbulette est de trop, le laisser simplement en pyjama. En ce qui concerne la durée du sommeil du bébé, sur 24 heures, il dort 16 heures. C'est très important pour la maturation du cerveau du bébé et sa croissance. Parce que les hormones qui viennent du cerveau sont sécrétées à ce moment-là, donc c'est important que le bébé puisse dormir longtemps.
Il faut aussi respecter son rythme. Il se réveillera quand il aura faim ou pour d'autres moments, sauf si le médecin a ordonné de le réveiller pour la tétée ou le biberon tous les 3 heures. Sinon, il faut le laisser, il se réveillera. Le bébé pourra prendre ce qui est nuit et jour, c'est à la fin du 1er mois. Il commence à avoir ses repères à ce moment-là de ce qui est de la nuit et du jour. Le bruit pour ça, l'environnement va l'aider à prendre des repères. Le bruit pour la journée et la nuit, le côté calme. C'est à ce moment-là, au bout de 4 mois en général, qu'il acquiert complètement la périodicité jour-nuit. De 1 à 4 mois, les nuits sont très courtes, 4 heures, 5 heures, 6 heures, ça dépend des bébés. Mais tous les enfants, tous les nouveau-nés sont différents, il faut s'adapter à leur rythme. Alors, il existe plusieurs sortes de porte-bébés ergonomiques qui permettent de porter confortablement son bébé jusqu'à 20 kg, donc jusqu'à l'âge de la marche. Ces porte-bébés sont appelés ergonomiques parce qu'ils protègent le dos, les épaules et la nuque du porteur. Et ils protègent également le dos et les hanches du bébé. Alors par exemple, il y a le porte-bébé chinois qui demande très peu d'apprentissage, qu'on va venir nouer autour de la taille. On prend son bébé, on va bien l'asseoir et on ramène les lanières sur les épaules. Et on noue sous les fesses. Voilà. Pour défaire, on met la main sur le bébé et on retire le porte-bébé en tenant bien le bébé. Le sling, qu'on appelle aussi hamac, qui est une écharpe courte avec 2 anneaux. On positionne l'écharpe bien étalée sur l'épaule et les anneaux à peu près ici. On fait un petit accordéon avec l'extrémité de l'écharpe. On va les passer par en dessous. On soulève l'anneau du haut et on remet le tissu dans l'anneau du bas. Je vais bien étaler mon tissu. Voilà. Je prends mon bébé. Je le maintiens bien par les fesses. J'assois mon bébé sur la hanche. Je mets le bras dedans. Je vais border le tissu sous ses fesses. Et je vais venir tirer ici. Voilà. Ensuite, pour retirer le bébé, je soulève l'anneau du haut. Et
je retire le tissu de son dos et je le dépose. Il existe également des porte-bébés à clip qu'on peut porter devant, sur la hanche ou dans le dos comme on veut. On va resserrer la sangle. Il faut que ce soit porté bien sur les hanches. On prend son bébé contre soi. Je me penche. Je l'amène dans mon dos. Je lui remonte bien les genoux. Je remonte le corps du porte-bébé. Et je passe les bretelles de chaque côté. Je viens clipper comme ça et resserrer. Voilà. Pour défaire, on déclipe, on se repenche, on retire une main, une autre. Je maintiens toujours mon bébé dans mon dos. Je le maintiens, je le fais pivoter et je le ramène. Et pour finir, je vais te montrer l'écharpe de portage qui fait en moyenne 4,60 m. On la déplie et on trouve le milieu. Le milieu est marqué par une étiquette là ou quelquefois ici. Le milieu de l'écharpe. Je vais te montrer un nouage, mais il en existe 15, 20. On peut en faire plein pour porter devant, sur la hanche ou dans le dos. Donc celui que je te montre, tu peux l'utiliser devant pour porter ton bébé jusqu'à 20 kg sans aucun problème. On pose l'écharpe sur la poitrine, on la maintient bien. On étire un pan. Je passe mon coude devant, je l'emmène sur l'épaule opposée et je la drape comme ça. Ensuite je la laisse. Je reprends le pan qui est sur la poitrine. J'étire, je l'emmène dans mon dos et j'enveloppe l'autre épaule. Voilà. Je vais ouvrir ma poche pour faire de la place pour mettre le bébé dedans. Donc on ouvre bien. Mon bébé, je vais faire attention de bien le positionner. Je voudrais qu'il soit positionné avec les genoux bien remontés, les genoux plus hauts que les fesses. On prend son bébé et on le met sur son épaule et on lui laisse le temps de se poser. On va faire les choses doucement, tranquillement. On met une main bien fermement dans son dos et je vais ouvrir la poche par en dessous pour aller récupérer les pieds et les fesses. Hop. Je fais descendre bébé à peu près à hauteur pour lui faire un bisou sur la tête. Là, il est à la bonne hauteur, il ne faut pas qu'il soit trop bas. Je remonte le tissu sur ses bras, de chaque côté, jusqu'à peu près au niveau des oreilles. Le reste du tissu, on va bien le lisser. Surtout pas de plis dans le dos. Je vais maintenant asseoir mon bébé et border ses petites fesses. Tu vois, son dos est bien rond et le bassin est bien basculé vers moi. Et les petits genoux sont bien remontés de chaque côté. Et les pieds sont sortis. Je prends l'ourlet qui passe dans le cou, je tire vers le haut. Et tu vois, ça serre derrière la nuque du bébé. Je confie la tension à la main qui soutient les fesses. Et maintenant, je vais tirer tous les 5 ou 10 cm. Moi, j'aime bien remonter sur l'épaule. Comme ça, je peux
bouger mon bras comme je veux. On n'est pas obligé de le faire. Je maintiens les fesses avec l'autre main maintenant. Comme ça, celle-ci est libre. Je peux prendre l'ourlet qui passe dans le cou. Je tire vers le haut. Et là, la nuque du bébé est bien maintenue. Je confie la tension à la main qui est sous les fesses. Je vais venir tirer régulièrement. Voilà. Comme ça, le tissu est bien tendu tout le long du dos, en tirant pli par pli comme ça. Je vais passer sur les côtés du bébé. On ne croise pas dans son dos, sinon son dos il va être tout plat comme ça au lieu d'être bien arrondi. Donc je passe par les côtés, sous ses fesses. Et je vais venir faire mon double nœud dans mon dos. Il a trop chaud. Voilà. Tu peux le bercer doucement. Voilà. Voilà. C'est bon. Tu peux défaire l'écharpe s'il a trop chaud. Ouais. Donc là, tu as vu, ton bébé avait très chaud. Il s'est réveillé, il était en nage, il avait les cheveux collés. Il faut considérer l'écharpe comme un vêtement. Ton bébé, il est une bouillotte à 37 pour toi, et toi, tu échanges ta chaleur avec lui aussi. Donc en été, on vérifie bien que le bébé n'a pas trop chaud, on le découvre, on le déshabille, et on prend en compte l'écharpe comme un vêtement à part entière. Donc on lui donne à boire régulièrement, et on vérifie la sueur, on vérifie qu'il n'a pas trop chaud. Et à l'inverse, en hiver, on va tâter les petites mains et les petits pieds pour vérifier que le bébé n'a pas trop froid. Donc en hiver, on va bien couvrir la tête, les mains et puis les pieds. Voilà. Donc tu vois, ton bébé est dans tes bras, il est bien positionné. Tu lui maintiens bien la tête, surtout les premières semaines, c'est important. Et puis, quand tu vas le porter dans tes bras ou dans un porte-bébé, eh bien, il y a une interaction qui se fait. Vous communiquez tous les deux vos émotions, les informations que vous avez envie de vous passer. Ça se passe beaucoup par le toucher avec un bébé. Ça se passe par le tonus du bébé, son positionnement. Et là, ton bébé, il se sent bien en sécurité parce qu'il est bien positionné et il est blotti contre sa maman. C'est tout ce dont il a besoin. Le bébé ne doit pas être secoué violemment. En effet, il est très vulnérable au niveau de sa tête en raison de la fragilité des vaisseaux cérébraux et oculaires. Des secousses peuvent être la cause de lésions cérébrales ou oculaires définitives. Les pleurs du bébé sont très fréquents et les causes peuvent en être variées. Souvent, on a beaucoup de bébés qui, le soir, pleurent énormément. Bon, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, soit c'est la fatigue, soit c'est la faim,
Ou encore, ça peut être une source d'inconfort, comme une couche sale, ou encore le bébé a froid, ou le bébé a trop chaud. Parfois, ils peuvent aussi avoir des petites douleurs liées à un reflux. Ou alors, il peut tout simplement avoir envie d'être câliné, porté par sa maman. Donc, la première chose à faire quand un bébé pleure, c'est de le prendre dans ses bras. Bon, si ça ne le calme pas, si la maman allaite, elle peut toujours lui donner le sein. Le sein, oui, dans un premier temps, c'est une source de nourriture, mais c'est aussi une source de réconfort, de chaleur. Il sent en plus l'odeur de sa maman et c'est vraiment très rassurant pour lui. Sinon, bien sûr, il ne faut pas hésiter à marcher un petit peu ou à bercer son bébé. Et enfin, si on a vraiment l'impression que ces pleurs sont dus à une petite douleur intestinale, il ne faut pas hésiter à porter son bébé à cheval sur son avant-bras, un peu en califourchon. Donc c'est une position qui calme beaucoup de bébés, surtout quand ils ont des petites douleurs intestinales. Comment préparer un biberon? Donc, en premier, bien sûr, il faut nettoyer le biberon. Alors, pour ce faire, il y avait la stérilisation qui n'est à l'heure actuelle plus utile. Alors, c'était stérilisation à froid ou à chaud et ce n'est plus utile à l'heure actuelle. Il faut laver le biberon de la même façon que nous lavons les assiettes, les verres, les fourchettes, de la même méthode. Ce qui est important, parce que c'est vrai que c'est difficile d'atteindre le fond du biberon, c'est d'avoir cet instrument. Donc c'est très très important pour aller jusqu'au fond et nettoyer tout l'intérieur du biberon, puisque le lait peut rester à l'intérieur. Pour la tétine, il existe ce même instrument, mais spécifique, c'est-à-dire de taille beaucoup plus petite pour aller jusqu'au fond du biberon de la tétine. Parce que là aussi, il peut rester du lait et il faut vraiment, vraiment que tout soit propre. Lorsque le bébé vient de naître, on donne à peu près 90 ml de lait. Alors, comment préparer 90 ml? En premier, on regarde le biberon, c'est toujours marqué 30, 60, 90, il y a des petits traits. Alors, en premier, il faut mettre l'eau. Toujours en premier. Faire chauffer n'est pas utile, on prend une bouteille. Et on suit sur le petit trait 90. Ne pas regarder au-dessus, mais vraiment les yeux à la hauteur du trait. Cette cuillère-là qui est adaptée à la boîte que vous avez achetée, parce qu'il y a d'autres cuillères qu'il ne faut pas utiliser. Il faut prendre celle qui a été achetée avec la boîte. Là, il ne faut pas qu'il dépasse quoi que ce soit, ce n'est pas bon. Alors, il faut que ce soit à ras. Comment faire? La première chose, il y a un petit rebord sur lequel vous pouvez faire ça pour arriver à ras. Il faut que ce soit plat.
Ou alors, vous pouvez prendre un couteau, faire comme ceci pour que ce soit à ras. Alors, comment nous calculons? Pour 30 ml d'eau égale 1 cuillère. Donc une fois que ces 3 cuillères sont mises, vous ajoutez ça. La mise en place de ce bouchon est utile pour éviter les éclaboussures lorsque vous secouez le biberon. Malgré tout, il est bien de rajouter le bouchon. Alors, le premier conseil à donner est de faire ce mouvement-là. Pas en premier celui-là. De haut en bas, parce que le lait qui est à l'intérieur, la poudre en fait de lait, n'est pas encore assez bien mélangée à l'eau. Donc si on fait ce mouvement-là de haut en bas, il peut y avoir des petits morceaux de lait, de poudre qui restent tels quels. Alors qu'avec ce premier mouvement, c'est beaucoup mieux mélangé et dilué. Donc il ne faut pas oublier de l'enlever. Et là, le bébé peut le boire. Donc il n'est pareil pas utile de le faire chauffer, vous le donnez tel quel au bébé. Vous pouvez ne pas le garder 1 heure, 2 heures, c'est vraiment maximum 1 heure tel quel. Alors des conseils très importants pour adapter l'âge de la tétine à l'âge de l'enfant. Il y a plusieurs différentes formes de tétine et comment les choisir. Alors, il y en a en caoutchouc et d'autres plus transparents qui sont en silicone. Que ce soit l'un ou l'autre n'a pas d'importance. Il n'y a pas de règle. Ce qui est vraiment important, c'est d'adapter la tétine à l'âge du bébé. Celle-là, c'est une tétine premier âge, qui est donc adaptée pour un bébé de 0 à 4 mois. Quelle est la différence justement entre ces tétines de 0 jusqu'à 4 mois? Il y a plusieurs vitesses de tétine. On va le voir là. Alors pour les tétines, c'est fait. Ensuite, pour les poudres, de la même façon, il y en a plusieurs et comment les choisir? On peut suivre les conseils du médecin ou de la PMI qui adapte la poudre en fonction des bébés. S'il n'y a pas de problème de santé, on prend simplement ce qui est adapté à l'âge du bébé et là, on prend premier âge. Il n'y a pas d'autres choses à ajouter, de compléments alimentaires à ajouter. Ce n'est pas utile. Si par exemple le bébé a des problèmes de reflux, on va donner peut-être d'autres marques, mais ça c'est le médecin de toute façon qui donnera les conseils. L'allaitement maternel est un choix très personnel. Une femme qui décide d'allaiter,
on mettra son bébé au sein le plus précocement possible après l'accouchement. Il est important qu'elle adopte une bonne position, c'est-à-dire le ventre du bébé collé contre celui de la maman et la tête dans l'axe de la colonne. Le bébé sera tourné entièrement vers le sein. La maman peut allaiter assise ou couchée. Il faut vraiment que la position soit confortable et qu'elle n'hésite pas à utiliser des coussins pour soutenir son bras si elle le souhaite. La position la plus classique est la position de la madone, où là, le bébé, par exemple, tète un sein et est soutenu par le bras de la maman du même côté. Il existe d'autres positions, comme la madone inversée, où là, c'est le bras opposé qui soutiendra le bébé, ou encore la position du ballon de rugby, où le bébé est mis sur le côté, sous le bras de la maman, et va téter le sein. Ainsi, il ne reposera pas sur son ventre, et cela peut être utile quand les mamans ont subi une césarienne et que le ventre est un petit peu douloureux. Il y a aussi la position allongée sur le côté. Là, la maman est allongée avec une petite couverture entre les jambes pour que ce soit plus confortable. Et le bébé est aussi allongé sur le lit face à sa maman, sur le côté aussi. C'est une position vraiment pratique pour la nuit. Très souvent, la nuit, le bébé s'endort au sein de sa maman et dans ces cas-là, il ne faut pas qu'elle hésite à le reposer directement dans le lit. Le lait maternel se digère très facilement, ce qui fait que les tétées peuvent être un petit peu plus rapprochées que lorsque le bébé est nourri en biberon. Donc en général, un bébé va téter toutes les 3 heures, mais bon, chaque bébé est différent. Il y a des bébés qui réclameront toutes les 2 heures et d'autres toutes les 4 heures. Voilà, il faut faire confiance à son bébé. Ils savent manifester leurs besoins. Une fois que la tétée est terminée, d'une façon générale, on prend le bébé contre soi, contre son épaule, à la verticale, pour essayer de lui faire son rot. Le rot peut intervenir 5 ou 10 minutes après la tétée, mais il n'est pas forcément systématique quand un bébé est allaité au sein. Effectivement, les bébés avalent moins d'air et donc le rot n'est pas systématique. Alors parfois, des crevasses peuvent apparaître chez certaines mamans qui ont la peau fragile ou quand le bébé a été mal positionné. Et donc, ce sont des petites écorchures qui se trouvent au niveau du mamelon et qui peuvent être parfois un petit peu douloureuses ou même parfois saigner. Certaines mamans, en prévention, vont utiliser la dernière goutte de lait et masser le bout de sein avec le lait maternel et qui a pour but de protéger naturellement en fait le mamelon. Et sinon, si une crevasse est apparue, il faut effectivement la soigner. Et donc pour cela, on conseille aux mères d'utiliser une petite crème qu'elle mettra en fin de tétée. Ensuite, on lui conseille aussi d'utiliser plutôt des coussinets en tissu qui sont plus doux pour le mamelon, de laisser les bouts de sein à l'air la nuit quand elle est tranquille dans sa chambre et qu'il n'y a pas de visite. Et donc pour certaines mamans qui ont vraiment le bout de sein plus douloureux, on peut leur conseiller d'utiliser des tétrelles ou bouts de sein qui vont en fait se poser sur le mamelon. Et le bébé va téter sur la tétrelle comme une tétine de biberon, le temps que la crevasse guérisse. On peut utiliser aussi ces tétrelles pour certaines mamans qui ont une forme de mamelon un petit peu particulière, c'est-à-dire le mamelon ne ressort pas. C'est un mamelon ombiliqué. Et donc pour aider le bébé au début à réussir à prendre ce mamelon, on utilise les tétrelles. Quand on allaite son bébé, il ne faut pas boire d'alcool, il faut éviter de fumer
et ne pas consommer de drogue. Si jamais vous devez prendre un médicament, toujours demandez conseil à votre médecin pour savoir si vous pouvez le prendre tout en allaitant. Dès sa naissance, le bébé perçoit les détails de son environnement. Il reconnaît l'odeur de sa mère. Visuellement, il est attiré en particulier par le visage humain. Il est capable de suivre du regard sur 180 degrés. Il s'intéresse au son et en particulier la voix. Il reconnaît la voix de sa maman. Il est capable d'imitation dès les premiers jours. Si vous le soutenez face à vous, vous soutenez sa tête et son dos, le bébé va pouvoir ouvrir la bouche, tirer la langue, bouger les doigts. Il va progressivement en fait mémoriser les séquences de la vie quotidienne et construire ainsi des représentations du monde qui l'entoure. Il va pouvoir anticiper les différents événements de la journée et se sentir ainsi plus en sécurité. Il est important de communiquer avec son bébé oralement ou gestuellement dès les premiers jours. C'est de cette manière que le langage va s'installer progressivement. Pourquoi tu pleures? La situation des parents sourds, il y en a qui ont des enfants entendants, on pourrait voir comment se passe la communication. Mais si les enfants sont sourds, comment ça se passe? Ou s'il y en a un qui est sourd et l'autre qui est entendant, comment ça se passe au niveau de la relation, de la communication? Des fois, peut-être, quand les enfants sont entendants, les parents sourds sont mis un peu de côté par les grands-parents entendants ou des choses comme ça. À 5 mois, il est allé à la crèche, il a commencé à aller à la crèche. Et donc tout le monde parlait là-bas, et lui était un peu intrigué. Et puis en revenant à la maison, il retrouvait la langue des signes, donc il était un peu entre les deux. Et au début, il était vraiment, il avait à 11 mois à peu près, il a fait son premier signe, c'était gâteau. Enfin, il le faisait de façon maladroite, il le faisait sur la tête. Hein. Il le faisait sur la tête, et puis gâteau, comme ça. Et puis, petit à petit, jusqu'à peu près à 1 an et demi, à peu près à 1 an et demi, pareil, on a utilisé des livres comme Madame, avec des animaux. C'était mes premiers mots, en fait, avec beaucoup d'images. Et puis, on lui expliquait, enfin, on lui commentait la porte, la fenêtre, toutes ces choses-là, en lui montrant les signes. Et bon, il apprenait tout ça. Et en allant à la crèche, les personnes de la crèche voyaient qu'il utilisait la langue des signes. Donc les gens ne comprenaient pas à la crèche. Donc on avait un livre en LSF qu'on a prêté à la crèche. Et donc en fait ça fait un peu le lien. Lui, il montrait quelques signes là-bas à la crèche. Enfin, il est vraiment bien entré dans le monde des sourds. Ma première fille, qui a 2 ans et demi, en juillet, bientôt 3 ans, elle me dit, mais elle sait dire pourquoi, raconte, enfin, elle s'est posé des questions, elle commence à poser des questions, elle a une communication très riche par rapport à un livre d'images que je raconte, elle répond, elle me pose des questions à partir de ce que je raconte, elle commence maintenant, c'est l'âge où elle a vraiment une soif de communication et de réponse à des questions. Et sa communication, ça va très très bien, oui. Bon, sa première langue, bien sûr, elle est entendante, elle est attirée par l'oral, l'écoute, mais sa première langue, c'est quand même la langue des signes. Quand j'ai accouché, bon, toute la famille est entendante, hein. Moi, je suis la seule sourde dans ma famille. Donc, pendant que j'étais enceinte et puis ensuite à l'accouchement, bien sûr, c'est vrai qu'au départ, on a tout de suite vu qu'il y a eu des audiogrammes, on a tout de suite vu que bon, il y avait peut-être une surdité. Puis après, bon, on a fait un examen un peu plus approfondi vers 4 mois. Et donc, bon, effectivement, moi, j'ai transmis ma surdité. Mon mari était un peu déçu.
Mais donc, bon, ma fille est sourde et puis maintenant les médecins sont catégoriques et on dit oui, effectivement, elle est sourde. Bon, moi, je l'accepte tout à fait comme ça. Je suis moi-même sourde, c'est pas un problème. Pour la communication, elle n'aura pas de problème. Bon, bien sûr, dans la famille, dans la famille de mon mari, ils étaient un petit peu déçus, un peu inquiets. Mais ils s'inquiétaient surtout sur comment faire, comment on allait s'y prendre, etc. Moi, ça ne m'inquiète pas du tout d'éduquer une enfant sourde. Et bon, en fait, je pense aussi qu'il faut essayer d'accepter la surdité et puis communiquer en langue des signes. Donc mon mari, je lui dis, eh ben, même on peut aussi utiliser des mots, même si tu parles, c'est pas grave. Si tu dis papa à l'oral, etc. Il faut essayer de communiquer, c'est ça qui est important. Mais mon mari est un petit peu déçu. Mais moi, je ne veux pas être seulement dans la langue des signes, je veux que le papa puisse communiquer aussi. Et puis, c'est important, même si c'est à l'oral, qu'il communique lui aussi. Puis en grandissant, elle va développer sa langue des signes. À 1 an, elle a commencé donc, à utiliser ses premiers signes et elle répond maintenant, au niveau de la communication, elle répond enfin. Si je lui demande tu veux boire, elle dit je veux boire ça, je veux boire du lait. Elle sait communiquer, elle désigne, nommer les objets, etc. Elle progresse très très vite en langue des signes. Donc mon mari, donc, ils sont sourds de génération en génération. Et moi, par contre, c'est une famille entendante et il y a juste moi et ma sœur qui sommes sourdes. Et quand j'étais enceinte de mon premier enfant, on pensait qu'elle serait peut-être sourde et puis on avait envie d'avoir un enfant sourd. Mais bon, comme elle était entendante, bon, c'est tout ce qui nous importait, c'était le bébé et on a oublié ça. Et en fait, je pense que la langue des signes, par rapport à d'autres enfants, le fait d'utiliser la langue des signes, donc dans d'autres familles, il y a des enfants entendants. En comparant, je vois des enfants qui n'ont pas, bien sûr, appris la langue des signes. Je vois qu'ils sont plus en retard, même à l'oral, que ma fille qui a appris la langue des signes. J'ai l'impression que la langue des signes l'aide à acquérir aussi l'oral. Elle progresse plus vite que d'autres enfants à l'oral. Enfin, elle est aussi en avance pour l'oral. Bon, elle ne parle pas encore, mais il y a les mamas, tata, papa, des choses comme ça. Mama, on voit qu'elle très, très tôt, elle utilise le signe pour s'aider à prononcer de l'oral, en fait. Bon, le bébé ne parle pas encore, mais par exemple, en langue des signes, je dis t'as mangé, t'as dormi, des choses comme ça. Ils comprennent très très vite les signes, les bébés. Beaucoup plus tôt, à mon avis, ils comprennent beaucoup plus tôt les signes que l'oral. Les bébés, les signes boire, dormir, téter, maman, etc., des choses simples, les bébés, ils les connaissent déjà, ils les reconnaissent très très vite.